Bonsoir à toutes et à tous. L'événement du jour est la révélation du journal Le Monde sur le système Carlos Ghosn. La justice enquête sur les rémunérations consenties à Rachida Dati. Au total, 900 000 €. Était-ce légal? Était-ce justifié? Question à nos confrères Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Nous parlerons du coup de tonnerre dans le cinéma. Les Oscars imposeront des critères pour le meilleur film. Il faudra une proportion déterminée de femmes, d'homosexuels, de lesbiennes, de personnes handicapées ou de certains groupes dits raciaux ou ethniques. On entendra un des plus grands cinéastes français, Claude Lelouch, est notre invité. Il nous parlera aussi de cette année 2020 tellement extraordinaire. Elle inspire d'ailleurs son prochain film. Il nous en parlera également. Et à ce sujet également, le suspense grandit avec les annonces qui sont attendues demain. Annonce du gouvernement. Va-t-on vers des reconfinements, en tout cas partiels, notamment pour les personnes âgées? Le professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, sera notre invité. Il nous rejoint dans quelques minutes. Rien que pour aujourd'hui, 9843 nouveaux cas. On en parlera aussi avec lui. Tout commence donc par la chute d'un des patrons les plus puissants de la planète, Carlos Ghosn. Souvenez-vous ces images qui avaient fait le tour du monde, arrêté en novembre 2018 au Japon. Événement imprévu et à cette occasion, la conséquence de voir apparaître un contrat qui était jusqu'alors inconnu. Il liait Rachida Dati à la filiale néerlandaise de Renault-Nissan. La politicienne française a perçu pour cela 900 000 € entre 2010 et 2012. Ça représente 25 000 € par mois. En sa qualité d'avocate, dit-elle, et de manière légale et légitime. C'est le point de vue de Rachida Dati. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, bonsoir. 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 En quoi, selon vous, ce point de vue est-il contestable? Le point de vue de Rachida Dati, Oui. je ne sais pas s'il est contestable, à vrai dire, parce qu'en fait, dans cette histoire, on est dans une enquête préliminaire. Donc, Rachida Dati n'a pas encore eu accès aux accusations qui sont portées contre elle. Donc, pour l'instant, elle est juste suspectée. De ce à quoi nous avons eu accès avec Fabrice Lhomme, ce sont donc les déclarations couchées sur ordonnance des 3 juges d'instruction qui concluent assez clairement au fait qu'il y a eu des illégalités, puisque dans cet argent qui a été versé à Rachida Dati, ça c'est indubitable, cet argent, il n'y a pas eu de contrepartie réelle en face. Il fallait, semble-t-il, pour Rachida Dati, faire des actes de consulting en faveur de Renault, en particulier au Moyen-Orient, et les enquêteurs n'ont rien trouvé. Fabrice Lhomme, en clair, le soupçon est double, avéré ou non on verra, mais c'est qu'elle n'aurait pas vraiment travaillé, elle aurait fait de l'influence et elle n'aurait pas vraiment été dans son droit puisqu'elle était députée européenne. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2 problèmes pour Rachida Dati sur le plan judiciaire. Le premier, c'est d'arriver à prouver que, ce qu'elle n'est pas parvenue vraiment à faire pour l'instant, qu'elle a vraiment travaillé à hauteur de ses émoluments qui étaient très confortables, puisqu'il faut savoir qu'elle était payée par rapport à son contrat. Elle était payée en fait 1 000 € de l'heure. Donc 1 000 € de l'heure, c'est les consultants de très haut niveau, de luxe entre guillemets, qui, en contrepartie de ces grosses sommes, doivent apporter des prestations à hauteur. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de traces, mais elle va se défendre, peut-être qu'elle va établir des choses et prouver des choses. L'autre problème, c'est qu'au moment où elle va signer ce juteux contrat, elle vient de quitter la place Vendôme, elle n'est plus ministre de la Justice, elle est élue députée européenne, elle va l'être sur toute la période où elle va percevoir ses fonds. Or, les députés européens ne peuvent pas, faire n'importe quoi. Vous pouvez être avocat et député européen, mais il ne faut pas que les 2 activités interfèrent. Or, elle aurait fait du lobbying, en fait. C'est ça, l'accusation, elle aurait été lobbyiste. C'est l'accusation, en tout cas c'est le soupçon des juges, c'est que Renault aurait investi, entre guillemets, sur elle, pas vraiment pour ses conseils juridiques, mais c'est ce qu'écrivent les juges d'ailleurs, c'est on aurait habillé en fait son travail, qui aurait été un travail de lobbyiste, pour faire croire que c'était un travail d'avocate. Or, le lobbying est encadré, et quand on est parlementaire, on ne peut pas faire de lobbying dans son activité privée. À sa décharge, vous faites état d'emails de la maison qui disent en réalité elle n'a pas vraiment défendu les intérêts de Renault-Nissan. Alors ça, il se trouve que c'est un des mails qui a été saisi par les enquêteurs et sur un sujet précis effectivement. Mais le problème, c'est que ce mail fait allusion à l'attitude de Rachida Dati avant d'être vraiment rémunérée, puisqu'elle n'a été rémunérée qu'en 2010. Donc peut-être qu'il s'est passé d'autres choses après. L'enquête doit l'établir. Qu'est-ce que ça dit du système Carlos Ghosn, un homme si puissant, si riche, qui avait des tels leviers d'argent? Est-ce que de manière légale ou illégale, les enquêtes le diront, c'est quelqu'un qui arrosait, disons? Il semblerait, mais en vérité, la question qui se pose aussi, c'est de savoir
en quoi Rachida Dati pouvait être utile à Renault. Elle n'y s'y connaît pas spécialement dans l'industrie automobile. À l'époque, elle était députée européenne. Elle cumulait en plus. Elle était maire du 7e arrondissement. Elle gagnait déjà près de 15 000 euros par mois. Déjà, en outre, elle a touché donc cet argent de Renault. Si on se fait, son avocat, dans les conseils des grandes sociétés, on fait de l'influence, on sait très bien, il y a plein de gens qui sont rémunérés dans les conseils, en réalité, ils font de l'influence, quoi. Mais elle avait des entrées, en particulier au Qatar. On n'a rien retrouvé, les enquêteurs n'ont rien retrouvé concernant le Qatar. Elle aurait peut-être éventuellement pu permettre à Renault de monter des joint ventures là-bas. Non, rien n'est saisi. De ce qui est saisi ne montre une réelle activité de Rachida Dati. Quand on revoit les images des fêtes, de la fête que donnait Carlos Ghosn à Versailles, il y avait une forme peut-être de mégalomanie qui a pesé dans la gestion du groupe, qui pouvait induire ce genre d'attitude où on pouvait s'offrir, encore une fois légalement ou pas, l'avenir le dira, mais s'offrir un certain nombre d'appuis. Oui, absolument. En tous les cas, on a un peu l'impression que Ghost, à un moment, a été touché par ce qu'on pourrait appeler la folie des grandeurs, c'est-à-dire que des fêtes fastueuses et des contrats qu'on donne ou qu'on concède à des gens dont on pense qu'ils sont sympathiques ou qui vont nous aider. Parce que une question demeure. Pourquoi Carlos Ghosn a décidé de faire appel à Rachida Dati en tant qu'avocate alors qu'elle n'était même pas encore inscrite au barreau? Donc là, il y a plusieurs interprétations. L'avocat de Rachida Dati, que nous avons au téléphone, nous a dit que Carlos Ghosn avait eu l'idée de la prendre lorsqu'il avait entendu dire qu'elle allait devenir avocate. Il y a d'autres personnes qui disent que pour Carlos Ghosn, c'était aussi un signal à envoyer au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, dont on sait que Rachida Dati est un peu sa protégée. Donc voilà, on est dans cet univers, on va dire, entre le politique, le business et les grandes entreprises. Rappelons le caractère de Carlos Ghosn, c'était très frappant évidemment pendant la conférence de presse qu'il avait donnée au Liban après sa fuite. Some people ask me, oh my God, Datin, you didn't look at this, you didn't mention this, you didn't suspect this. And I say, you know, what happened in Pearl Harbor? Did you see Pearl Harbor happening? It's a symbol of the genius that France has. That's why we sought Versailles. It's not because you want to mimic Louis XIV or you want to mimic Marie Antoinette. It's ridiculous. How do you feel about the prospect of living out, the rest of your life as an international fugitive? I am used to what you call mission impossible. Voilà, pour la modestie, il ne craint personne, comme disait l'autre. Et puis on se demande si c'est vraiment les journalistes ou du théâtre qui étaient là. Mais en même temps, est-ce que tout ça a un prix? C'était un très grand patron, il a réussi beaucoup de choses, il s'est appuyé sur des gens qui avaient sans doute de l'influence. Tout ça a un prix, il y a ces défenseurs qui disent oui, c'est des gens, ça vaut beaucoup d'argent. Alors, on peut voir les choses comme ça. On peut estimer, par exemple, qu'un homme qui a réussi pour son entreprise peut être payé des fortunes, etc. Mais là, il y a un autre sujet quand même. C'est que les fonds qui ont été versés, s'ils ont été versés de manière illicite, à Madame Dati, à un consultant en sécurité qui s'appelle Monsieur Bauer, le problème, c'est que là, c'est l'entreprise, c'est pas son argent. Et donc, c'est pour ça que ça peut être qualifié d'abus de bien social ou de recel d'abus de bien social. C'est pas seulement son argent. Que risque Rachida Dati, d'abord d'un point de vue strictement judiciaire? Là, ce qui va se passer maintenant, c'est que les juges vont continuer à enquêter. Ils ont d'autres éléments dont nous n'avons pas forcément connaissance. Et à un moment donné, pour qu'elle ait accès au dossier, qu'elle puisse se défendre correctement, elle va être entendue par un juge et elle aura le statut soit de témoin assisté, soit de mise en examen. Voilà. C'est comme ça que ça peut se passer. Merci, l'avenir le dira. Deux redoutables enquêteurs, on vous appelle Kik et Flup, ou bien quoi, Tif et Tendu. Oui, il y en a Dupont. Les Dupont. Davé et l'homme, c'est rentré vraiment dans la... C'est quoi votre technique? C'est un peu la même que la vôtre, Darius. Oh, non, on j'ai rencontre pas les cette gens, les prétention-là. interviews et régulièrement on obtient des informations. Et ça a donné des livres spectaculaires, notamment sur François Hollande. Merci beaucoup, à l'un et à l'autre. Votre enquête à lire dans Le Monde. Merci. Merci à vous. L'événement dans le monde du cinéma, c'est la nouvelle règle que les Oscars entendent se donner. Il s'agit de la catégorie reine, le meilleur film. Et dans cette catégorie, les Oscars imposeront des critères stricts pour tenir compte des nouvelles exigences de l'époque. Il faudra une proportion déterminée de femmes, d'homosexuels, de lesbiennes, de personnes handicapées ou de certains groupes dits raciaux ou ethniques. On comprend évidemment que c'est une lame de fond qui va changer le cinéma en profondeur. Pour réagir, qui mieux qu'un cinéaste emblématique? Claude Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va parler de cela, parler évidemment de votre regard sur l'époque. On aura tout à l'heure Monsieur Delfraissy, le conseil scientifique. 2020, année tellement hors norme, ça vous inspire?
Ça m'inspire tellement que je vais construire entièrement mon prochain film sur cette année 2020. Je savais que cette année 2020 serait folle, comme toutes les années 20 de tous les siècles. C'est récurrent, mais je ne savais pas que ça serait aussi fou que ça. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui vont avoir la chance de passer à travers le Covid, ça sera une grande chance. Scénario impensable. Vous me disiez au maquillage, vous ne l'auriez pas imaginé. Non, j'avais imaginé beaucoup de choses. Je savais que cette année serait folle, mais pas à ce point-là. D'un seul coup, nous avons un petit virus qui oblige la Terre entière à parler la même langue, car personne n'a été épargné. Donc on est en train d'assister à la fin d'un monde, et j'espère que la construction de ce nouveau monde va en bénéficier, parce qu'on pourrait aussi, si on part dans le délire, aller dans le négatif. Voilà. Alors moi, comme je suis quelqu'un de très positif, je crois beaucoup à la vertu des impondérables. Depuis ma naissance, j'ai vu que les grandes catastrophes avaient inventé des choses incroyables, positives. Enfin, je m'accroche au positif. Et j'ai envie que cette histoire qu'on est en train de traverser nous amène sur du plus et non pas sur du moins. Voilà. Donc je savais depuis très longtemps que cette année serait folle. Ça fait 20 ans que je tourne et que je prépare ce film. Mais je pensais pas, j'imaginais pas qu'il y aurait que le plus grand scénariste du monde qui a la vie serait aussi en forme et nous offrirait des possibilités. Je pense qu'il va falloir rire et pleurer de ce qui arrive, car les deux vont se mélanger. Et j'espère bien, dans mon prochain film, pouvoir mélanger ces émotions qui se contredisent et qui font que je suis fou de joie à l'âge que j'ai de pouvoir assister à un tel spectacle. La vie qui écrit des scénarios incroyables, c'est toute votre histoire, les hasards du destin, quand vous êtes tout petit gamin, qu'on vous cache en réalité dans les cinémas, parce que la Gestapo... Absolument. C'est vrai, le cinéma a commencé par me sauver la vie. Et c'est dire à quel point le cinéma et la vie se confondent en vous et vous percevez vraiment les grandes évolutions de la société. C'est le sujet qui nous amène là. Il faut lire ensemble ces nouveaux critères qui sont proposés par les Oscars du cinéma. Ils en disent beaucoup sur l'époque. On va les détailler ici. Pour le meilleur film à l'avenir, il faudra au moins un acteur principal issu des minorités ethniques et raciales, 30% des petits rôles incarnés par des personnes de communautés sous-représentées, ou que le film aborde comme thème principal les questions relatives aux minorités. Deuxième critère, avoir au sein de l'équipe dirigeante ou des membres de l'équipe des personnes qui sont issues des minorités, je les mentionnais tout à l'heure. Troisième, proposer des stages payants aux personnes issues de ces minorités. Et quatrième, avoir dans son équipe de distribution et de marketing des personnes issues des minorités. Votre première réaction, Claude Lelouch, vous qui êtes l'histoire du cinéma, en voyant ces contraintes prévues, qu'est-ce que c'est ? Le monde des artistes, c'est le monde de l'irrationnel. Et là, on veut rationaliser l'irrationnel. Nous, les artistes, on est là pour faire rêver. Et on n'est jamais mort d'une overdose de rêve. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, d'un seul coup, j'ai le sentiment que ce que vous venez de décrire, j'ai un sentiment qu'il y a les Max Brothers derrière tout ça, ou Jacques Tati, ou Chaplin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme ça qu'on peut aujourd'hui répartir intelligemment les différences qui nous séparent. Voilà, je pense qu'entre les règles et leur application, il y a un océan de possibilités. Ça veut dire quoi, pardon ? C'est dogmatique selon vous ? Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à nager. Voilà, pour pouvoir nager dans cet océan. Est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable ? Non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Oscars sont en crise, que les Césars sont en crise, que tous ceux qui remettent des choses irrationnelles sont en crise. Voilà. Donc, non, on peut pas aujourd'hui. Vous savez, aux Oscars, on récompense le rire, les larmes et la chair de poule. Et la chair de poule, on ne peut pas savoir d'où elle vient et comment elle fonctionne. Moi, quand j'ai une idée, je regarde le ciel et je dis merci. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, arrive une idée dans ma tête et ça fait un homme et une femme. Vous ne regardez pas des critères comme ça ? Mais non, c'est impossible, c'est impossible. J'ai toujours apprécié le talent là où il était... Un homme et une femme, c'est dire à quel point vous êtes précurseur. 1966, oui. Tout à l'heure, toute l'équipe de notre 20h chantonnait Shabadabada, parce que ça rentre dans les têtes, il suffit d'entendre, de voir les bandes annonces. Hein, voilà.
Avec l'affiche magnifique, extraordinaire affiche, rien que l'affiche donne envie à ceux qui l'ont pas vu de revoir le film avec Jean-Luc Trintignant, Anouk Aimée. Voilà, 1966, vous étiez précurseur déjà là d'une certaine façon de concevoir le rapport et les hommes et les femmes. Oui, non, vous savez, j'ai toujours pensé que les artistes, on était les chouchous du bon Dieu. Je suis très superstitieux, très croyant, parce que quand on ne connaît pas tout, il faut faire appel aux superstitions pour pouvoir continuer à marcher. Le pire n'est jamais décevant. Le pire n'est jamais décevant. Et au nom de cette formule, j'ai réussi à faire 49 films, puisque je vais commencer le 50e. Voilà. Ce qui se passe aux Oscars, ce qui se passe au César, ce qui se passe à la Palme d'Or, c'est totalement irrationnel. Et aujourd'hui, on veut créer des réglementations à la liberté. Je veux dire que le monde des artistes, c'est le monde de la liberté. Vous avez fait Un homme et une femme. Est-ce que de la même manière, vous pouvez faire comme La vie d'Adèle, des lesbiennes, comme Brokeback Mountain, des homosexuels masculins, des films qui ont eu un succès énorme? Vous pourriez le faire aussi? Mais bien sûr, j'ai pas de censure dans ma tête. J'ai pas de censure dans ma tête et il faut pas que les artistes aient des censures. Nous sommes des intermédiaires, des messagers de l'irrationnel. Pourquoi, à un moment donné, les idées, elles sont dans l'air. Et elles ne choisissent pas les noirs, les blancs, les verts, les bleus. Elles choisissent, à un moment donné, un terreau. Nous sommes des potagers dans lesquels une idée vient se planter. Et après, l'idée, il faut l'arroser tous les jours. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de nouveau moralisme, de nouvelles convenances, comme il y a eu les convenances bourgeoises dans les années 50? Ben voilà, c'est d'autres convenances qu'il faut respecter. Oui, on est en train de réinventer. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux ont changé toutes les donnes. Voilà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux s'offusquent de tout. Les réseaux sociaux sont d'une susceptibilité incroyable. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas susceptible. J'ai accepté les critiques toute ma vie. J'ai vécu avec eux, j'ai grandi avec eux, j'ai presque envie de les remercier. Ouais, ah bah oui, vous les avez connus. Il y a ceux, c'était les cahiers du cinéma qui disaient, retenez bien le nom Claude Lelouch. Je vous souviens de ce nom, vous en entendrez plus jamais parler. Voilà, extraordinaire. Et ça, c'était quoi? Il y a plus de 50 ans? Il y a plus de 50 ans, c'était dans les années 60. Oui. Jolie revanche. Oui, et puis ça prouve bien que la seule certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que les choses se passent jamais comme on les avait imaginées. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Voilà. Quand même, Claude Lelouch, vous dites les réseaux sociaux, c'est pas que ça. On voit bien les dernières cérémonies où des acteurs noirs, pour qui c'était d'abord important de rappeler qu'ils étaient acteurs noirs, métis, etc. On sent à quel point c'est pas que superficiel. Il y a un courant puissant dans la société. Non, mais il y a une force incroyable dans tous ces discours et il faut les prendre en considération. Mais il faut garder son humour. Je veux dire que le talent, il est malin, il a de l'humour. C'est quelqu'un qui prend des risques, vous voyez. Et à un moment donné, il va aller se glisser là où il veut. Aussi bien chez un noir, chez un juif, chez un belge, chez un suisse. Je veux dire que le talent, on ne sait pas pourquoi. À un moment donné, il va se nicher dans des endroits où personne ne pourra deviner sa force. Voilà. Donc aujourd'hui, quand j'écoute toutes ces choses, j'ai envie de sourire, j'ai envie de prendre ma caméra et de faire l'aventure, c'est l'aventure. Vous voyez, j'ai envie de me moquer de toutes ces théories qui ne tiennent pas dans le monde des artistes. Vous parlez d'humour, du rire, continuité. On va voir une très belle archive qui a un certain temps, vous en parlez déjà. Vous appartenez plutôt à la nouvelle vague. La nouvelle vague nous habitue à des films noirs et non pas à des films roses. Oui, effectivement. Mais enfin, je sais personnellement que j'aime beaucoup m'amuser, personnellement, rire des choses insolites. Et vous aimez faire rire les spectateurs? J'aime faire rire les spectateurs au travers de ces choses insolites. Enfin, je ne suis pas pour le comique dialogué, c'est-à-dire le comique qui a un rapport étroit avec le théâtre. Voilà, c'est du janvier 62. C'est du janvier 62. J'ai pas changé d'âge. Oui, le Lelouch a bien vieilli depuis le janvier 62. Oh, je ne sais pas s'il a bien vieilli, mais en tous les cas, il s'est bien amusé. Ce qui frappe les acteurs, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, les plus grands que vous avez fait tourner, disent « Vous n'avez jamais été sadique, jamais été méchant ». Beaucoup de réalisateurs sont un peu sadiques, un peu méchants. Ou non, le rire, espèce de douceur où vous les poussez un peu comme ça. Non, vous savez, il y a deux sortes de metteurs en scène, disait Clouzot. Les violeurs et les voleurs. Ouais. Bon, lui se considérait comme un violeur, et on obtient des choses. En forçant. Les comédiens, enfin, en les bousculant. Moi, je crois à la gentillesse, et je suis un voleur. Je suis un voleur, c'est-à-dire que
Je vole leurs talents. Je vole leurs talents. Je suis là pour repérer. Je suis un repéreur de talents. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui met le talent des autres en évidence. Est-ce que vous ressentez ce manque d'indulgence dans l'époque à votre place? Il y avait Zineb El Razou hier, elle disait ça pour les gens de Charlie, cette espèce de légèreté dont vous parlez, qui passe moins bien dans toute une part de la société, qui exige beaucoup plus moralisatrice. Il faut s'adapter en permanence. Tous les matins, il faut changer le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il fut un temps où le mode d'emploi changeait tous les 10 ans. Là, il change tous les matins. Donc c'est important que tous les matins, on soit à l'écoute du monde dans lequel on vit et qu'on s'y adapte. Si on ne s'adapte pas, vous savez, le bonheur, c'est l'art d'être bien avec soi-même. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je m'entends de mieux en mieux avec Claude Lelouch. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un 50e film avec lui. C'est la liberté. Dans tout ce que vous dites, il y a des déclarations qui ne sont pas très 2020. J'essayais de retrouver là, par exemple, quand vous dites on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux. C'est vrai. Oui, mais ce n'est pas le moralisme 2020, vous savez très bien. Non, mais vous savez que ce soit... c'est terrible, c'est cruel. Cette phrase, elle est cruelle, mais elle nous tire vers le haut. La vie est une compétition, la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on saute un obstacle, il y en a un autre qui se produit. Donc, il faut être constamment vigilant et rien n'est jamais gagné. Ni dans le négatif, ni dans le positif. Vous avez 7 enfants ? J'ai 7 enfants. Ouais. Quelques épouses ? J'ai eu la chance de faire 7 enfants avec 5 mamans différentes. Et donc, il fallait que je sois très tolérant. C'est une école de la complexité de la vie qui fait un peu sourire quand on voit qu'il faut faire un film avec des critères A, B, C, D comme ça. Il n'y a pas de règle. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous avez 7 milliards de gens qui sont concernés par ce virus. Donc le plus grand scénariste du monde, qui est la vie, aujourd'hui, est en train de changer la vie de 7 milliards de gens. Voilà. C'est la première fois qu'un événement, à part le jour et la nuit, qui touche tout le monde, c'est la première fois qu'un événement de cette ampleur touche tout le monde. Donc la langue universelle, maintenant, passe par le Covid. Ouais. À quoi est-ce que vous comparez ça? Parce qu'il y a des points de comparaison, il y a 1945, 1968, vraiment toute une génération qui vit quelque chose, une rupture. Non, le monde a besoin de grands changements. Il faut casser les habitudes. Le cancer de la vie, c'est les habitudes. Et pour casser les habitudes, il faut des tremblements de terre. Il faut des événements colossaux. Sinon, on reste dans nos habitudes. Et donc voilà, en ce moment, on nous propose un tremblement de terre absolument incroyable. Ça vous stimule, c'est très frappant mais de vous entendre. Mais bien sûr que je suis sûr que ce qui nous arrive en ce moment, c'est pour notre bien. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour notre bien, même si sur le moment, c'est cruel. Et j'ai construit ma vie, ça fait 80 ans que je vis sur des hauts et des bas, sur des succès et des échecs. Et je me suis plus nourri de mes échecs, j'ai plus grandi de mes souffrances que de mes succès. Donc je pense que ce qui est en train d'arriver est une chance formidable pour l'humanité et il ne faut pas la rater. Vous venez de dire le mot chance. Dieu sait si ça vous résume. Vous êtes passionné de ça. Je me rappelle ce moment où vous allez chez le notaire fonder votre société de production. Puis on est le 13 à 13h. Oui, mais... Et vous dites, voilà, c'est là, c'est ça. Je suis superstitieux parce que mon intelligence ne peut pas répondre à toutes les questions que je me pose. Et donc j'ai souvent joué ma vie à pile ou face. Je ne vais pas donner votre numéro de portable, mais il finit par 13, je crois. C'est pas un hasard, vous l'avez choisi? Presque. Il y a un 13 dedans, dans tous les cas. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Vous y croyez, vraiment? Mais évidemment, je ne suis pas assez savant pour raisonner de travers. Je suis comme les paysans. L'histoire du cinéma, Belmondo, Ventura, Girardot, Dutronc, Deneuve, Belmondo, tellement d'autres, très très grand nom que vous avez fait tourner. La continuité, Claude Lelouch, c'est quoi quand on voit ça donne le vertige, quoi. Premier long métrage en 1960, il y a 50 ans. C'est quoi la continuité? Rien, je pense que je n'ai pas quitté l'enfance. J'ai pas quitté l'adolescence. Mon corps a pris un peu de rouille, donc je cours un peu moins vite qu'avant, etc. Mais je pense qu'on a toute notre vie le même âge. Et donc, voilà, vous avez en face de vous un jeune homme de 18-19 ans qui raisonne exactement de la même façon et qui va faire son prochain film comme si c'était le premier ou le dernier. Il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Vous étiez caméraman d'actualité, même, vous êtes parti de là. J'ai commencé de là. Là, vous êtes dans un studio d'actualité, c'est bien fait, c'est du bon... Non, mais j'ai rien fait d'autre dans ma vie qu'observer le monde. Voilà, je fais le même métier que vous. Je suis un journaliste, je suis un observateur, et je suis d'une lucidité bienveillante. Je veux dire que je
je ne juge pas, je ne condamne pas. Les personnages de mes films, je ne crois pas aux super-héros et je ne crois pas aux super-salauds. Les personnages de mes films, disons qu'ils soient un peu moins dégueulasses que les autres. Voilà. Et ça me suffit pour que j'ai envie de les filmer. Et c'est vrai que j'ai une tendresse folle pour ce genre humain, pour tous ses défauts, pour toutes ses contradictions, pour le genre humain n'est pas au point. On ne peut pas encore l'exporter dans l'univers. Voyez. Donc il faut le mettre en point et on a encore quelques siècles pour le mettre au point. Merci Claude Lelouch. Restez avec nous, ça vous intéressera beaucoup. Le professeur Delfraissy, c'est le sujet que vous empoignez. Juste après la pause, il sera notre invité. Votre programme. Et voilà notre invité qui est au cœur de l'actualité, le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, dont la parole est très attendue avant les annonces de demain. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Claude Lelouch, à l'instant, parlait de ce scénario incroyable de 2020. C'est la première fois de ma vie que j'interviewe quelqu'un en masque, en plateau. Ça n'aurait pas paru impensable. Vous y tenez, n'est-ce pas ? Oui, j'y tiens d'abord symboliquement, bien sûr, sur le port du masque. Et puis, comme je le rappelle souvent, je fais partie des populations à risque en raison de mon âge. Et donc, je me protège aussi. Quel âge avez-vous ? J'ai 72 ans. Dans les temps qui viennent, peut-être dans les jours qui viennent, protéger davantage les plus de 65 ans, ce sera une des priorités ? Sûrement. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on constate que parmi, à l'occasion de la reprise de ce virus, et quand on regarde finalement qui fait des formes graves, on retrouve finalement les populations les plus fragiles et les plus âgées. Et donc, c'est bien un enjeu. Elles se protègent beaucoup plus que les autres, c'est clair. Hein. On le voit bien autour de nous. Il reste probablement encore un peu de marge parce que, à l'occasion de l'été, moi le premier, on a tenté de revivre comme normalement. Est-ce que vous avez revu vos petits-enfants ? Vous ne les voyez plus ? J'ai revu mes petits-enfants Voilà. à partir du 1er août. J'avais dit que je ne les voyais pas jusqu'à cette période. Ouais. Je les ai vus, par exemple, tout le mois d'août. Et j'ai revu aussi une série d'amis. Donc, si on repart avec une circulation virale importante, il faudra de nouveau que, je veux dire, cette population plus à risque décide d'elle-même. On va ne rien imposer, que les choses soient bien claires, mais comprenne, et elle l'a déjà compris, qu'elle est plus à risque que les autres. On rappelle que 85% des décès lors de mars et d'avril en France, mais c'est vrai dans les autres pays, sont survenus chez des gens de plus de 65 ans. Professeur, vous avez fait sensation avec ces déclarations disant que le gouvernement allait vers des décisions difficiles dans les prochains jours. Quel est le signal qui vous a donné envie il y a le signal du jour, c'est ce chiffre très impressionnant quand même de 9 843 nouveaux cas. Mais vous, le premier signal, c'était quoi ? Le premier signal, c'est des discussions au sein du comité scientifique, et en particulier, on s'est réunis samedi dernier toute la journée dans une sorte de retraite, avant le redémarrage, si je peux dire, et où, voilà, en rediscutant, on a revu les chiffres, on a revu des prévisions aussi, en fonction de ces chiffres, sur quelque chose qui reste très solide pour moi, c'est l'occupation des lits en réanimation dans certaines régions. Ça, c'est le vrai critère, c'est le critère principal. C'est un critère qui est quand même important. Et on s'aperçoit là que, voilà, un certain nombre de régions, et pas seulement PACA, il n'y a pas que PACA, c'est vrai aussi, c'est pas les régions finalement, c'est les grandes métropoles qui vont être en tension. Et d'ailleurs, le Conseil scientifique avait souligné que l'importance qu'allaient représenter les 20 grandes métropoles françaises, parce que c'est là où il y a du travail, c'est là où il y a les jeunes, c'est là où il y a du trafic, entre guillemets, et c'est le cas donc actuellement. Et quand on regarde ce qui peut se passer sur le taux d'occupation des lits de réanimation, prenons Bordeaux par exemple aussi, ou prenons Marseille, prenons Paris également, eh bien on sent de nouveau une tension importante à partir de la mi-octobre. Professeur, pardon de vous interrompre, mais qu'on comprenne bien le fil de ce qui peut se passer. On parle au conditionnel, mais qu'est-ce qui est possible ? C'est vraiment ça qui passionne tout le monde. Est-ce que des confinements partiels locaux, est-ce que ça peut être une solution ? Alors, sans aller directement aux solutions que je n'ai pas, et c'est au gouvernement d'ailleurs de prendre ces décisions, le Conseil scientifique n'est là que pour conseiller, éclairer, entre guillemets. Je voudrais qu'on vienne finalement sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on attend, nous tous, finalement,
de la prise en charge de la pandémie Covid dans les mois qui viennent. On attend deux choses et un peu contradictoires. La première, c'est qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Tout le monde a compris qu'on était rentré maintenant dans une stratégie de moyen terme, voire même peut-être de long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'épisode de mars, mais qu'on est parti sur plusieurs mois. Peut-être aussi avec un retour du virus à partir du mois de novembre venant de l'hémisphère sud, revenant de l'hémisphère sud. On ne sait pas, mais c'est possible. Et inversement, on est tous d'accord pour dire qu'il faut recommencer à vivre, à la fois au niveau sociétal, au niveau sanitaire même, pour éviter les pathologies qui ne sont pas liées au Covid, pour qu'elles soient mieux prises en charge, et bien sûr au niveau économique. Et cet aspect est important, et je le partage. Il faut continuer à vivre, ça vous dites, c'est très important. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça veut dire, pardon, pour être très clair, reconfiner complètement tout, pour l'instant, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, et ça ne sera pas possible. Reconfiner par endroit, alors, par ville, par quartier, soyons très concrets. L'autre pendant, je dirais, du diagnostic, c'est que on a un virus qui repart de façon significative, vous venez de donner le chiffre d'aujourd'hui, avec des disparités selon les régions. Et donc, comment concilier à la fois cette envie que nous avons de vivre avec le virus et de rentrer dans une société qui vit avec, et de l'autre côté, prendre un certain nombre de mesures pour éviter qu'il y ait une explosion des cas de virus. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que ce virus touche quand même essentiellement en ce moment la population jeune, pour des raisons sur lesquelles on pourra en venir, avec peu finalement d'effets, et une population qui prend de peu, ça dépend évidemment, c'est variable, mais de distanciation physique, mais qui par contre se fait relativement tester en France, puisqu'on a atteint des chiffres très importants. Est-ce que dans cette catégorie d'âge, il faut renoncer à un certain nombre d'habitudes qu'on a reprises pendant l'été, davantage de fêtes, davantage de réunions, aller au bistrot, à plusieurs copains, etc. Je pense que le message finalement simple et qui n'est pas non plus trop difficile à entendre, c'est il faut que nous nous reprenions en main, tous. Hein. Je comprends parfaitement, et on peut comprendre parfaitement que durant l'été, après cette crise extrêmement difficile, on a tous eu envie de souffler. Moi, le premier. Reprise en main aujourd'hui. Mais c'est une reprise en main de nous tous pour éviter qu'il y ait trop de multiplication du virus et qu'on soit amené à des mesures trop difficiles. Pour être très précis, le déjeuner de dimanche midi avec les beaux-parents, la sortie de ce samedi soir, la petite fiesta à 10, il faut y renoncer, il faut se poser la question. Chacun doit être maître de son destin et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce n'est absolument pas ni à un médecin ni à un conseil scientifique de dicter la vie d'un chacun. Mais chacun doit comprendre et réfléchir qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il ne garde pas, comment il fait le tri, et en sachant que la vie, là, pendant les 4 mois qui vont venir, va être un peu différente probablement de celle que nous avions envisagée. Est-ce que les gestes barrières tels qu'on les a pratiqués jusqu'à présent ne sont pas suffisants? Est-ce que la réalité ne montre pas ça? Alors, je pense qu'ils sont, s'ils sont appliqués, ils sont très importants. Ils ne sont pas assez appliqués. Et les gestes barrières ne sont pas seulement le masque, c'est aussi la distanciation, le lavage des mains, le lavage des mains qui est fondamental. Ils sont appliqués par la population la plus âgée, c'est clair, qui s'est emparée de ça, par un certain type aussi de population plus jeune, et on voit des modifications comportementales en France qui sont non négligeables, mais pas suffisamment au niveau de la population générale. Donc il faut serrer un peu les boulons là-dessus. Si on parle de la catégorie plus âgée, vous me disiez, il ne faut pas renouveler les erreurs qu'on a faites pendant le premier confinement ou avant le premier confinement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, je pense que sur la population la plus âgée, elle a compris qu'elle était plus à risque de développer des formes sévères et des formes graves. Elle se protège, il faut qu'elle raisonne elle-même, qu'est-ce qu'elle peut garder de sa vie sociale, qu'est-ce qu'elle peut supprimer, tout en vivant. Je suis l'exemple type de qu'est-ce que je vais garder ou supprimer. Bon, ça c'est un premier point. Il y a une population âgée qui est dans une situation de contraintes, qui sont en particulier en France, les populations dans les EHPAD. Et vous voyez, si j'ai un regret à titre personnel de ce qu'on a raté, je dirais, durant la phase du mois de mars et d'avril, c'est la prise en charge dans les EHPAD, qui est
où humainement parlant, je pense que nous aurions pu et nous aurions dû, au niveau du comité scientifique, on s'en est beaucoup emparé, mais ça a été difficile et on doit faire mieux. Donc, très précisément, on peut changer quoi cette fois? mon message est de dire, il faut trouver dans les EHPAD quelque chose qui permette à la fois de protéger les anciens qui sont dans les EHPAD, comme les autres anciens, mais qui non plus ne les coupe pas de leur tissu sociétal et familial. C'est-à-dire, on a maintenant la possibilité de tester le personnel, et on sait qu'une grande partie des contaminations est arrivée par le personnel, et de tester les familles, et de trouver des moyens qui permettent de garder ce contact social et humain qui est absolument nécessaire, et d'éviter le glissement. Professeur, vos déclarations ont suscité beaucoup de réactions, y compris chez le chef de l'État. Ça ressemble un peu à une mise au point. Courroucé, c'est peut-être trop dire, mais enfin, il y a quelque chose d'une mise au point. On va écouter sa réaction. Il y a un conseil qui est là, il donne un avis scientifique. Et après, il y a des dirigeants qui sont démocratiquement élus, qui prennent des décisions pour la vie du pays. Nous ne sommes ni dans le gouvernement des scientifiques, ni dans le gouvernement de l'à peu près. On est éclairé de manière transparente, et vous avez l'information en même temps que nous par un conseil scientifique. Il y a aussi des directions du ministère de la Santé qui travaillent. Et puis ensuite, nous avons des décisions à prendre, qui sont, comme je le dis, éclairées, mais qui ne sont pas simplement des décisions scientifiques. Voilà, là vous descendez un peu le masque quand même, c'est un rappel à l'ordre? Non, je ne le prends pas du tout comme tel, il y a quelque chose de parce ça. que je partage entièrement de ce que vient de dire notre président. Depuis le début, j'ai bien dit qu'il n'y avait absolument pas de troisième pouvoir médical en France, que c'était une vision des journalistes qui était totalement... c'est pas la faute des journalistes, là. Et que nous étions là de façon... je dirais, pour essayer d'aider des décisions difficiles. Et dans le mot que j'ai prononcé hier, en disant « ça sera des décisions difficiles », j'ai voulu indiquer que c'était des décisions difficiles à prendre, parce qu'elles sont compliquées, y compris pour éclairer de notre part. Et on voit bien que ce n'est pas facile de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et ça va être également le cas pour le plus haut niveau politique. Je n'ai aucune ambiguïté là-dessus. Le conseil scientifique est là pour éclairer, il n'a aucun rôle dans les décisions. Quoi qu'il en soit, entre les scientifiques et les politiques, c'est compliqué. Et en l'occurrence, ce n'est pas un journaliste, c'est Renaud Muselier, président de la région Sud, qui réagissait, vous l'avez déjà entendu, mais on va l'entendre quand même pour le plaisir, de manière assez salée. M. Delfraissy parle beaucoup trop. Pendant la crise du Covid qui nous a touchés en février, mars, avril, il a dit beaucoup de bêtises. Il a cautionné des errements politiques majeurs du gouvernement de l'époque, sur un problème qui est assez simple. Vous n'avez pas le masque, pas grave. Vous n'avez pas le test, pas grave. Vous avez des signes, restez chez vous, prenez de l'aspirine, puis on verra plus tard. C'est un pompier pyromane, en fait. Il met le président de la République et le pouvoir politique dans une situation très compliquée, en leur disant, maintenant, vous avez l'obligation de prendre des décisions, mais en fonction et en vertu de quoi pose-t-il ces choses-là? Professeur Delfraissy, c'est pas votre copain, visiblement. Non, mais écoutez, j'ai pas de commentaires, et voilà, je veux dire, on est dans des rôles différents. Moi, au niveau du conseil scientifique, on est des médecins, voilà, on essaie avec humilité d'essayer d'éclairer les politiques pour des décisions complexes qui n'ont jamais été vues. C'est pas seulement en France, dans la majorité des pays, il y a les équivalents de conseils scientifiques comme le nôtre. Voilà, je n'ai pas de commentaires particuliers. Professeur, sans du tout polémiquer ni refaire toute l'histoire, on voit à quel point c'est compliqué et on sait très bien que plusieurs ministères ont été un peu froissés par votre déclaration. Il y a cette accusation récurrente disant, voilà, vous les scientifiques, au fond, vous voulez vous couvrir, y compris éviter des procès. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, écoutez, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas le cas. Vous savez, ma carrière est faite. Je ne pensais pas d'ailleurs revenir sur quelque chose d'actif de ce type. Et puis c'est les circonstances qui ont fait que j'ai alerté l'Élysée fin février et que donc à partir de là s'est enclenchée la création d'un comité scientifique. Non, moi je dis que mon seul rôle, il n'est pas du tout vraiment à titre personnel. C'est une décision de groupe. On est un groupe multidisciplinaire. Je porte ce message, mais les autres membres du groupe aussi sont dans les médias et j'y tiens. Et notre rôle est d'éclairer et avec humilité pour aider nos concitoyens
à essayer de se sortir au mieux de cette situation difficile. C'est tout. À votre décharge, vous critiquez vous-même, vous avez beaucoup pratiqué l'autocritique en disant, c'est vrai, il y a une part d'incertitude, c'est vrai, il y a le doute, il y a ce moment incroyable. Dans le premier confinement, hein, dans le tout premier jour, vous regardez Paris qui s'arrête et vous dites à vous-même, vous dites, est-ce qu'on fait bien ? Oui, parce que c'est dans la relation, vous savez, avec le politique, qui est quelque chose de complexe mais d'intéressant, et qui honnêtement, je pense, enfin en tout cas vu de notre côté, c'est très bien déroulé en France. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Bon. Il y a quand même des points, en effet, particuliers. C'est que la notion du temps n'est pas la même. Pour de la science, il nous faut quelques semaines ou quelques mois. Le politique veut des réponses. Vous voulez des réponses à 1 heure dans les médias, et le politique les veut dans quelques jours. Le doute en science est la construction de la science. Et le doute, évidemment, interpelle le politique qui a besoin plutôt de certitude. Maintenant que le temps a passé, pour être très très concret, est-ce que vous vous dites que la première solution du confinement, de toute façon, il ne faut pas la reproduire telle qu'elle, quoi qu'il arrive ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, fondamentalement, c'est cela. Il faut tout faire pour éviter de revenir, car je ne crois pas que la population française accepterait un nouveau confinement. Elle peut, si dans des circonstances un peu exceptionnelles, si on est obligé d'avoir des confinements très partiels, localisés, dans des situations très particulières. Et nous avons maintenant les outils, entre les tests, entre isoler les personnes, entre protéger les personnes les plus anciennes. Nous avons les outils pour éviter justement de revenir à un confinement. En revanche, une mesure qui avait été prise, qui a été très spectaculaire, très controversée, mais visiblement, elle a eu certains résultats. La limitation des déplacements, la règle des 100 km, ça, est-ce que c'est une hypothèse qui peut revenir ? Écoutez, il y a plusieurs mesures qui peuvent être discutées. Je ne rentrerai pas dans l'énumération de ces mesures qui relèvent, et là on revient bien à la question précédente, des décisions politiques et gouvernementales. Mais votre sentiment là-dessus, est-ce que ça avait marché lors du premier confinement ? Oui, c'était un élément qui avait été intéressant. Non, ce que je peux dire de façon plus globale, c'est qu'on va rentrer là maintenant dans une stratégie de gestion de risque. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte que, voilà, on va avoir des cas d'infection dans les écoles, à la fois chez les enfants, peut-être chez les enseignants. Et alors, on sera capable de les dépister et on sera capable de les prendre en charge. Est-ce que ça veut dire là qu'il ne faut pas trop vite fermer une école parce que le virus doit circuler ? En tout cas, on peut, dans un premier temps, se poser la question au niveau de la classe. Et voilà. Et même chose dans un niveau d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va rentrer, si on admet que l'idée est de vivre avec ce virus, en acceptant le fait qu'on va tomber sur un certain nombre de risques. Le tout, c'est de limiter ce risque et en particulier d'éviter, je dirais, un encombrement à nouveau des lits de réanimation, car il faut bien voir la différence. En mars, à la fois dans le Grand Est et à Paris, 95% des lits de réanimation étaient consacrés au Covid. Il est hors de question de revenir à ça. Il y a d'autres pathologies que le Covid. Et il y a eu du retard dans un certain nombre de prises en charge. Il y a eu des morts consécutifs au confinement. Il y a probablement une surmorbidité qu'on estime encore mal, mais qui existe et qui est liée à une pathologie non Covid. Il y a eu aussi moins de traumatismes, par exemple. Donc peut-être que ça s'équilibre. Donc sur les semaines qui viennent, il faut tenir compte que sur ce critère de réanimation, eh bien, on va consacrer un certain pourcentage, mais qui ne sera sûrement pas 95%. Votre expérience humaine de cette crise, vous êtes un des visages de cette année 2020. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Le face-à-face avec la mort, une société qui a pratiqué peu ce face-à-face. Dans le premier confinement, la mort dans les EHPAD, Dieu sait si ça vous a frappé. Là, il s'est passé quelque chose dans notre conscience collective pour vous ? Oui, je pense que oui. J'étais déjà, avant, je présidais le comité consultatif national d'éthique en France, et nous avions, je me suis mis en réserve d'ailleurs de cette présidence pendant les mois d'activité du conseil scientifique, et nous avions déjà émis je dirais, un certain nombre de points d'interrogation sur le modèle des EHPAD, sur le modèle unique, en tout cas, des EHPAD que nous avons mis en France, et de savoir s'il n'y avait pas d'autres solutions qui étaient possibles. Et je crois que toute crise, et cette crise sanitaire,
interpelle là où déjà il y a de la tension. Et on le voit bien, c'est vrai aussi sur les populations les plus fragiles en France, sur la grande précarité. Toute crise sanitaire devient vite une crise sociétale. Et oui, là, ça m'a fini de m'interpeller. Est-ce que ça a été une leçon d'humilité? Vous avez tout vu en la matière, vous étiez face au sida, face à H1N1, Ebola, Zika, mais très peu d'entre nous s'imaginaient qu'un jour, la grande épidémie, ce serait pour nous. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Oui, c'est très curieux. J'avais, lors de conférences, comme un certain nombre d'ailleurs de spécialistes, annoncé qu'on aurait probablement une pandémie. J'évoquais plutôt d'ailleurs un virus grippal mutant plutôt qu'un coronavirus. Mais inversement, en moi-même, dans mon subconscient, je me disais que je le verrais peut-être pas. Hein. Et c'est là où est toute la... Et je le dis très humblement, je l'ai déjà dit et je le redis, en janvier, je ne me suis pas trop inquiété sur cette pandémie. Beaucoup d'entre nous ont sous-estimé. Moi, je me rappelle quand on regardait encore des Japonais masqués, on souriait un petit peu en disant oh là, ils sont un peu paranoïaques. Et c'est vraiment à la fois après la première réunion à Genève de l'OMS que j'ai dit il y a quelque chose qui ne colle pas, les collègues italiens et les premières données des modélisations, que ce n'est finalement que dans la deuxième quinzaine de février que je me suis réveillé moi-même pour réveiller les autorités de notre pays. Dans une expérience de médecin, premier face-à-face avec la mort, c'était quoi pour vous? Non, ce n'est pas cette pandémie. Ces jeunes chefs de clinique, maîtres de conférence, c'est le sida et des gens de mon âge qui décédaient. C'est plus de 120 décès dans un service que je dirigeais par an. Et c'est l'impuissance totale que nous avions par rapport avant l'arrivée des trithérapies. C'est une autre histoire, où le temps ne se comptait pas en semaines ou en mois, comme il est compté actuellement, il se comptait en années, mais ça m'a fait découvrir l'impuissance médicale sur une médecine qui était très triomphante, premièrement, et de vivre avec, et donc c'est un peu ce qui arrive là actuellement, et deuxièmement, l'importance majeure de la société civile et des associations de patients, et c'est mon regret d'ailleurs pour Covid-19, c'est que nous n'ayons pas su convaincre le gouvernement, les politiques en général, de laisser encore plus la parole à la société civile pour un certain nombre de décisions. Les médecins, souvent, sont les plus démunis face à la mort quand ils sont eux-mêmes malades. Et j'en parle parce que c'est des personnes qui vous aiment et qui vous estiment le plus. C'est Françoise Barré-Sinoussi qui disait à quel point le fait que vous ayez perdu votre propre fille, qui accouchait de son premier enfant, pour vous, ça a été ce type de choc. Là, vous parlez d'un problème très privé dont j'aime pas trop parler, mais vous imaginez le drame absolu d'un papa qui perd sa fille lors d'un accouchement et qui ne comprend pas comment, alors qu'on est un des patrons de médecine parisiens, comment on n'a pas su suffisamment l'entourer pour éviter que cela arrive. C'est un choc personnel que j'ai tous les jours, qui continue. Je pense à elle. Avec ma femme, nous vivons pour elle et pour mon petit-fils qui est là. Et oui, et puis j'arrête de parler de moi. J'ai vu ça. J'ai vu des oncologues, par exemple, qui avaient soigné X patients face à face avec la mort chaque mois, chaque jour. Hein, et tout à coup, quand eux-mêmes ont le cancer ou un proche, c'est toujours autre chose. Bien sûr, non, mais je pense qu'il faut aussi... J'ai une certaine pudeur, ce n'est pas l'objet pour les Français. Bon, alors évidemment, ça leur fait découvrir peut-être une autre face du professeur Delfraissy, que c'est un papa comme les autres et un être humain comme les autres, et qui a souffert et qui donc peut comprendre. Mais voilà, c'est mon domaine privé et on va s'arrêter là. Aujourd'hui, en termes de solidarité, on voit bien à quel point ça compte. Vous portez le masque ou non, c'est protéger l'autre. En réalité, c'est ça le vrai critère. Oui, c'est protéger l'autre, on le rappelle, hein, puisque un certain nombre de formes de Covid, plus de 30% sont strictement asymptomatiques. Donc on peut être porteur du virus et donc transmettre le virus sans s'en rendre compte. Donc le port du masque protège les autres
Et inversement, il protège aussi en partie sur eux-mêmes. Pas de façon absolue, il y a beaucoup de discussions, etc. Mais globalement, on va faire simple et c'est raisonnable cette stratégie vis-à-vis des masques, à condition qu'elle ne soit pas unique et qu'elle permette aussi d'avoir les mesures de distanciation physique et le lavage des mains. Vous êtes un des plus grands scientifiques français. Le virus, cet organisme si petit, moi j'apprenais au collège, on ne sait même pas si c'est minéral ou biologique, c'est ça c'est toujours le cas, il y a un doute même là-dessus? Non, il y a des... Ce qui est, je dirais que ce qui a été intéressant, et en particulier c'est mon collègue Didier Raoult, donc je vais parler donc en bien, vous voyez. Il vous écoute, j'espère. Qui a montré, et de façon très, très intelligente et très fine, que finalement la distinction entre virus et bactéries n'était peut-être pas aussi évidente qu'on l'avait mis. Et donc ces virus, surtout, sont des virus très silencieux. Si je me réfère à la fois au corona et par exemple au VIH. Et donc un des enjeux, et qui rejoint tout à fait la stratégie actuelle, c'est de faire prendre conscience à chacun des citoyens ce qu'est le virus et sa relation avec le virus. D'où l'importance des tests, d'où l'importance possiblement de l'arrivée des tests rapides à partir de prélèvements salivaires et qui permettent d'avoir un résultat dans un quart d'heure ou une demi-heure. Parce que là, la réalité du virus, qui est quelque chose pour tout le monde d'un peu lointaine, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on a le résultat du test et qu'il est positif, on s'empare. Et là, du coup, on combat mieux, puisqu'on a l'ennemi n'est plus caché, mais il est en face. Professeur, on va continuer cette discussion avec deux autres intervenants, avec une série de conseils très très concrets et très pratiques que les gens se posent sur les tests, sur les masques, sur ce qu'on va faire, avec le professeur Didier Pittet, votre confrère, qui se charge aussi d'une mission d'évaluation sur l'action gouvernementale, et puis ma collègue Samira El-Gadir. Merci de nous rejoindre l'un et l'autre. Voilà, vous connaissez, vous avez déjà fait l'éloge de Didier Raoult, vous pouvez... Alors, là, vous êtes... On se connaît. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Point de vue de Sirius, Didier Pittet, vous entendiez depuis le début de cette émission le professeur Delfraissy. Vous avez le regard extérieur, nommé président de la commission nommée par Emmanuel Macron, c'est le président pour évaluer la stratégie gouvernementale en France. Est-ce qu'il y a un cas français? On attend dans les prochaines heures les décisions. Est-ce que la France se distingue des autres pays? Écoutez, pour l'instant, Darius, bien entendu que je ne vais pas vous donner les résultats de notre approche, qui est à la fois scientifique, basée sur les données scientifiques mondiales, et à la fois basée sur des approches qualitatives. Est-ce qu'il y a un cas français? Chaque pays a réagi un tout petit peu différemment. Et on a déjà des données pour montrer que certains pays ont réagi beaucoup plus vite que d'autres. Certains ont réagi vite, mais moins bien. Certains ont réagi un peu plus tard, beaucoup mieux. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais en l'état de ce qu'on observe, et la question s'adresse évidemment à vous, quand on voit ce qui se passe notamment à Marseille, vous citiez Bordeaux, est-ce que par rapport à l'Angleterre, à l'Allemagne, etc., est-ce que vous observez une particularité française? Alors, il y a une série de particularités françaises qui, au fond, ressortent quand on les voit. Et ça fait pas partie du travail que nous faisons dans le cadre de la mission qui nous a été confiée pour Emmanuel Macron, mais bien plutôt, c'est peut-être mon regard plutôt sur la politique de santé internationale. Oui, il y a des différences. Il y a des différences. Les pays du Nord, vous leur dites de faire ceci, la population applique les mesures. Parce qu'au fond, finalement, aujourd'hui, la lutte contre cette pandémie, c'est l'application des mesures barrières. D'accord ? Et puis aller se faire tester au bon moment. Et alors, il y a des endroits où c'est très compliqué d'avoir une bonne adhérence à ces mesures barrières, ainsi qu'aux tests, et puis ensuite, évidemment, à la quarantaine. Alors, on a évoqué, c'était votre copain, Monsieur Muselier, qui disait on a beaucoup changé d'avis sur les masques, sur tout là. Mais même sur ce plateau, depuis le début de la semaine, il y a des scientifiques qui disent le masque, c'est très important, d'autres qui disent non, c'est secondaire. Certains qui disent il faut beaucoup se tester, pas se tester. Alors là, on a au moins deux très grands scientifiques. Donc, essayons de prendre les quelques questions que tout le monde se pose. Premièrement, les tests. On a vu les queues, les files d'attente. Est-ce que oui ou non, dès qu'on a un doute, ça vaut la peine de se faire tester? Oui ou non? Oui, bien entendu. Si on a un doute d'avoir des symptômes, il faut aller se faire tester. Même si on toussote, même si on est très jeune, même si on n'a pas de risque apparemment, il faut y aller. Alors, on peut avoir après une autre stratégie à mettre en place. On peut décider ce qu'on a décidé dans certains endroits, dans certains pays. Et je crois savoir que le Conseil scientifique va faire cette proposition. On peut décider d'aller automatiquement et avant tout à l'auto-quarantaine. D'accord ? Mais il faudra quand même se faire tester si on a des symptômes. Est-ce que oui ou non, il faut rétablir
La prudence entre générations, ça a été, vous le disiez, un des grands caps. Moins voir que les grands-parents voient moins les petits-enfants. Est-ce que ça, oui ou non, c'est une mesure à laquelle il faut revenir maintenant, professeur? Il faut protéger les anciens qui sont susceptibles de faire beaucoup plus fréquemment des formes sévères et des formes graves. Et donc, oui, les anciens ont déjà pris un certain nombre de mesures. Il faut probablement, après cette période d'été, voilà, qu'on revienne, je dirais, à des conditions un peu plus strictes. La réponse est oui. Est-ce qu'il faut, dans les restaurants, dans les lieux publics, retrouver, on voit combien ça s'est perdu en réalité, la distance, etc. Est-ce que ça, il faut revenir à une application très rigoriste? Oui, je crois. N'est-ce pas? Comme on le dit souvent, admettons que 10% de la population, et c'est déjà beaucoup, ait été en contact avec le virus et dispose d'anticorps. Ça veut dire que 90%, et là je parle en français et pas en genevois, j'aurais dit 90% de la population est sans anticorps, et donc le terrain de jeu du virus elle-même. Il est le même qu'il était en février, à 10% près. Donc le virus peut se propager exactement de la même façon. La grande différence, c'est que nous avons compris, nous espérons que tout le monde a compris les mesures barrières. Encore faut-il les appliquer. Et pour revenir au restaurant, bien entendu, il faut être sûr qu'il y a cette distance, de manière à ce qu'on puisse continuer à aller au restaurant, et non pas que ces restaurants soient fermés parce qu'ils sont l'objet de clusters. Est-ce qu'il faut renoncer à un certain nombre de déplacements? C'était aussi ce que beaucoup d'entre nous ont fait, et on voit à quel point, avec le risque de quarantaine, beaucoup de déplacements à l'étranger ou même à l'intérieur du pays, est-ce qu'il faut y renoncer? Alors, ça dépend évidemment où on va et pourquoi on y va. Comme vous le savez, Darius, je dois faire des allers-retours entre Genève et Paris si je veux pouvoir assumer cette mission. Donc, je crois que je dois faire ces déplacements tout en prenant des précautions. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles je ne me déplacerai pas. Professeur Delfraissy, dans les entreprises en particulier, le télétravail, il a souvent continué. Est-ce qu'il faut y revenir dans une certaine partie? En tout cas, il faut poursuivre cette stratégie de télétravail. Et peut-être même l'accentuer encore un tout petit peu pour les mois qui viennent. Il y a un point important dont on parle rarement, c'est que à la fois on est dans du moyen terme, tout le monde a compris que ce virus, on allait vivre avec un certain temps, mais que les 4 mois qui viennent sont probablement quand même 4 mois les plus difficiles. Parce qu'on peut imaginer peut-être qu'à partir du premier trimestre 2021, que la médecine, au sens classique du terme, reprennent un peu, je dirais, à la fois peut-être avec des traitements préventifs, avec l'arrivée d'un vaccin qui serait efficace à 50 ou 60%, c'est-à-dire qui ne serait pas parfait, mais où une série d'éléments, je dirais, biomédicaux interviennent alors qu'on ne les a pas tout à fait actuellement. Y compris le vaccin contre la grippe. Si on peut le rappeler, vraiment le vaccin contre la grippe habituelle, la grippe annuelle, est vitale cette année. Alors, écoutons Samira El Gadir, la chronique des vérificateurs sur TF1 et sur LCI. Vous vérifiez les informations d'Internet et on va pouvoir, avec vous, messieurs les professeurs, les confirmer ou les infirmer. Dieu sait si les rumeurs reviennent beaucoup, notamment sur les vrais ou les faux positifs. On voit que c'est une grande tendance du moment, se faire tester, mais souvent c'est des faux positifs. On parle beaucoup des tests PCR sur les réseaux sociaux. La rumeur dit que jusqu'à 90% des personnes testées positives ne portaient pratiquement aucun virus, donc elles ne seraient pas contagieuses. Pour preuve, les internautes reprennent un article du New York Times, que vous allez voir, qui remet en cause lui aussi les résultats des tests PCR. On y apprend que ces tests seraient trop sensibles et qu'ils détecteraient des résidus de virus. Les internautes citent également le cas de Steve Mandanda. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Donc c'est le gardien de l'équipe de France, écarté de la sélection, interdit sur un vol Air France parce qu'il a été testé positif après un test négatif. Donc lui aussi dénonce des résultats exagérés. Vrai ou faux? Est-ce que les tests sont fiables ou pas? Tu veux commencer? La réponse est oui, les tests sont fiables. Les tests ont été conçus pour avoir une très grande sensibilité. Ce qui était avec une visée diagnostique, plus on est sensible, plus on permet de récupérer. On s'aperçoit actuellement que parmi les tests positifs, environ 30% de ces tests positifs correspondent à finalement quelque chose qui n'est plus infectant. C'est probablement des gens qui ont été infectés par le virus, qui ont des petites quantités de virus, mais qui ne sont plus infectantes. Voilà. Et donc, la réponse est, il y a très peu de vrais faux positifs tels que vous l'exprimez. Il y a par contre 25 à 30%
de gens qui sont considérés comme positifs et qui en fait sont positifs, mais ne sont pas infectants. C'est ça. Rien à dire, Question parfait Jean-François. Deuxième rumeur oui. sur les vaccins. Vous nous en parlez depuis ces derniers jours, à quel point les anti-vax, ça tourne Les beaucoup. vaccins, voilà, ouais. La peur de l'obligation. Est-ce que ça va devenir vraiment obligatoire? Donc je vais vous épargner les théories en tout genre, mais il y a quand même une ligne directrice qui est, le vaccin, il fait partie des thèmes récurrents et pour de nombreux internautes, le seul objectif du Covid, c'est de rendre le vaccin obligatoire. Alors pour étayer cette théorie, les internautes citent des pays qui n'excluent pas cette option. C'est le cas du Canada, par exemple, et cet article du Journal de Montréal que vous allez voir là sur l'écran est très relayé. La question, elle est très simple. Est-ce que c'est envisageable en France? Admettons que le contexte change. On découvre un vaccin, l'épidémie reprend. Est-ce que les autorités peuvent nous imposer de nous faire vacciner ou pas? Alors, personnellement, je ne connais pas les règles pour la France. Je peux vous donner les règles pour la Suisse. En Suisse, on ne peut pas rendre un vaccin obligatoire. Le rendre obligatoire, on ne peut pas. Je ne connais pas les règles en France. Jean-François, tu... Oui. Alors, il y a eu, il y a maintenant 3 ans, avec la ministre de la Santé précédente, une décision qui a été très largement discutée, etc., de rendre, et qui a rendu obligatoire un certain nombre de vaccins chez les enfants. Donc, il y a une possibilité juridique de rendre un vaccin obligatoire. Faudra-t-il le rendre obligatoire pour le Covid? Ça, c'est une autre question. Il faut qu'on... Et à titre personnel, je pense que plus on sera dans l'acceptabilité, mieux je serai à l'aise. C'est-à-dire que je pars avec l'idée qu'il vaudra le proposer, et en particulier aux personnes les plus à risque, mais que ne pas l'imposer. Après, il y a la possibilité juridique de le faire. Bon. Il y a un deuxième point, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose si on a un vaccin qui a une efficacité de 90%, et un vaccin qui a une efficacité de 50%. Vous voyez bien que l'attitude et le conseil qu'on peut donner n'est pas tout à fait le même. Professeur, on voit bien que vous entrouvrirez quand même la porte. En réalité, on a vu beaucoup pendant le confinement des décisions qui auraient paru folles. Et puis voilà, quand l'État vraiment est face au danger, on prend les décisions. Donc visiblement, ça n'est pas impossible, le vaccin obligatoire. Ce n'est pas ce que je recommanderais actuellement. Il faut dire qu'il y a des vaccins obligatoires dans certains pays. Typiquement, la fièvre jaune, il y a des pays en Afrique où vous ne pouvez pas aller sans le vaccin contre la fièvre jaune. Troisième insertion, elle en dit beaucoup, sur la surmortalité. Et ça, vraiment, c'est passionnant parce que c'est notre regard à tous sur la maladie. Est-ce que oui ou non, pour l'instant, il y a plus de morts qu'une année normale ou qu'un été normal? Alors ça, c'est une idée qui circule beaucoup chez les anti-masques notamment, pour prouver que l'épidémie est terminée. Donc vous voyez, donc ça c'est un message qui circule beaucoup sur WhatsApp avec ce commentaire. Regardez, en juin et juillet 2020, il y a 2000 morts de moins qu'en 2019, nous dit-on. Donc l'idée, c'est il n'y a pas de surmortalité aujourd'hui. La question de la mortalité, d'ailleurs, elle est très présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces chiffres et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question de la mortalité? Alors là, je crois qu'il faut être très clair. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire puisqu'on a eu une courbe de mortalité qui est montée alors qu'on avait la grippe en Europe et en France et en Suisse. Donc on a vu la mortalité de la grippe, la courbe redescendait et hop, on a vu la mortalité du Covid et elle est très élevée. Mais comme vous le savez, on a pu avoir 2 éléments. Un élément d'effet de fauche. Ça veut dire qu'une partie des gens qui sont décédés durant le Covid, au fond, peut-être seraient décédés au mois de novembre ou au mois de décembre de la grippe ou d'une autre maladie. Et puis, on a aussi eu beaucoup de choses qu'on n'a pas vues du tout dans les hôpitaux. Le nombre d'infarctus a diminué pendant le confinement, le nombre de péritonites a diminué, le nombre d'accidents de montagne et d'accidents de cyclisme, évidemment, a diminué aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut absolument pas conclure par rapport à la surmortalité. Professeur Delfraissy, vous voyez à quel point ce que vient de dire, pour beaucoup de gens, c'est quand même, on se dit, on fait tout ça pour ça, on arrête toute une société, une grande partie de la société, alors qu'on n'est même pas tout à fait sûr qu'il y ait plus de morts. Beaucoup, on peut les appeler des cyniques ou des réalistes, mais beaucoup se disent, c'est exagéré. Alors, moi, je partage ce qui vient d'être dit. Si, dans les chiffres, on a eu sur 2018 et 2019 environ autour de 10 000 décès liés à la grippe en France. Voilà. On est donc autour de 30 000 décès autour du Covid. Je ne sais pas encore trop ce qui va se passer, mais je souhaite qu'on s'arrête, en tout cas, dans ces chiffres-là. La surmortalité est à peu près la même dans un certain nombre de pays européens. Et finalement, les États-Unis vont arriver à quelque chose qui sera même supérieur à ça, en termes de, si on rapporte ça vis-à-vis de 100 000 habitants.
Donc ce n'était pas une simple grippette, hein, quand on est à ce niveau-là des décès au niveau mondial. Après, vous savez, il y a une autre notion en dehors des chiffres, c'est l'acceptation par une société d'un événement, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et d'un événement face à la mort. Bon. Et très clairement, on a une société qui n'accepte plus, enfin qui dans un premier temps en tout cas n'accepte plus cette vision du décès. C'est le choix qui a été fait, ce choix sanitaire. C'est le bon choix. Essentiellement sanitaire. Je pense que c'était le bon choix en mars. Je pense que ça ne serait pas le bon choix maintenant. Dans les questions un peu inavouables, souvent on les entend en dehors des caméras, hein, des chefs d'entreprise, et pas seulement, qui disent, mais voilà, un Trump aux États-Unis qui a joué une certaine brutalité en disant, bah oui, il y aura beaucoup de morts, mais de notre côté, la société peut-être continuera économiquement davantage. Est-ce que vous entendez ce bruit, avec tout ce que ça a parfois de contestable? Qu'est-ce que vous leur répondez, vous? Bien sûr qu'on l'entend. Alors, en effet, dans le cadre de cette mission qui nous a été confiée par Emmanuel Macron, nous sommes en train de regarder cette mortalité. Et en effet, il y a d'énormes différences entre les pays. Et je peux déjà vous dire que les États-Unis sont les moins bien classés. Et merci. Donc, c'est indéniable. Merci beaucoup. Merci, professeur Delfraissy. Vous avez été prudent souvent. Hein. Vous, comme les jeunes étudiants en médecine, vous commenciez par rappeler la question comme ça pour gagner un peu de temps et puis réfléchir à la réponse. Non, ce n'était pas pour gagner du temps, c'était pour essayer d'être explicatif comment se prennent les décisions. Prudence. Non, c'est pour expliquer que les décisions, ou en tout cas les conseils aux décisions, doivent essayer de reposer sur une série de bases que j'essaie de faire partager par nos citoyens. Merci, professeur, et on verra le résultat politique de ces réflexions. Demain, ce sera dans la journée de demain. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été sur ce plateau. Plaisir. Merci à vous. Et tout de suite, Julien Arnaud pour le Grand Soir. Bonne soirée et à lundi. C'était votre programme.